Les quaternions surgirent dans ma vie le 16 octobre 1843, tandis que je marchais avec Lady Hamilton jusqu'à Dublin et que nous atteignions Broombridge. Brusquement, je sentis jaillir de ma pensée les équations fondamentales qui unissent I, J, K, telles que je les ai toujours utilisées depuis. Je sortis aussitôt un carnet, qui existe encore, et rédigeai une note dont je pressentis immédiatement que le développement occuperait mon temps de travail pendant les 10, si ce n'était les 15 années à venir. Je sentais qu'à ce moment-là, un problème avait été résolu et qu'une aspiration intellectuelle qui me hantait depuis 15 ans était enfin satisfaite. Je gravai alors immédiatement sur une pierre du pont l'équation I carré égale J carré égale K carré égale IJK égale -1. Je suis né à Dublin le 4 août 1805. À l'âge de 3 ans, mes parents me placèrent chez mon oncle au château de Trim en Irlande. Mon oncle était un homme d'église très instruit. Je savais déjà lire et compter. À 5 ans, je savais lire le latin, le grec et l'hébreu. Je récitais Homère aussi. L'histoire racontera plus tard qu'à 13 ans, je savais parler autant de langues différentes que j'avais d'années et que ce fut en persan que j'accueillis l'ambassadeur de Perse en voyage à Dublin. En 1823, j'entrai au Trinity College de Cambridge, celui-là même qui accueillit Sir Isaac Newton. J'y excellai très rapidement et en 1827, j'obtins le poste tant prisé d'astronome royal d'Irlande. Je m'installai alors, et pour toujours, à Dunsink, près de l'observatoire de Dublin. Dès 1830, je rédigeai la première théorie rigoureuse sur les nombres complexes, nombres créés au XVIe siècle en Italie par le mathématicien Niccolò Tartaglia et connus grâce à Giordano Cardano. Ceci m'emmena à chercher une structure algébrique analogue sur les quadruplés de réel. Et c'est donc en me promenant avec ma tendre amie qu'au niveau de Broombridge, le long du Royal Canal, je fus frappé par mon idée. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Je m'appelle William Rowan Hamilton et j'ai créé les quaternions. À mon époque, au XIXe siècle, les choses bougeaient en Europe, tant politiquement, grâce à la prise de la Bastille qui eut lieu quelques dizaines d'années avant ma naissance, que mathématiquement. Les mathématiciens, pris d'une fougue déconcertante, commencèrent à explorer de nouveaux horizons avec notamment de nouvelles géométries. À l'instar du Frankenstein de Mary Shelley, ils se prenaient pour Prométhée. Mais moi, je voulais juste mieux comprendre les espaces euclidiens. Je cherchais une algèbre à 3 dimensions, plus adaptée à la réalité que l'algèbre des nombres complexes, qui ne fait que représenter un espace à 2 dimensions. Lors de cette promenade sur le Royal Canal, je compris qu'il me fallait sans doute introduire une 4e dimension pour arranger tous mes problèmes. C'est ainsi que naquirent mes bébés. I, J, K, 3 nombres qui satisfaisaient les égalités I carré égale J carré égale K carré égale -1, IK égale -JI égale K, JK égale -KJ égale I, et KI égale -IK égale J. Il fallait que cette algèbre s'adapte à celle des nombres complexes, donc les lois d'addition et de multiplication devaient être les lois usuelles. Mes collègues ne voyaient rien de fou à mes calculs et formules, mais s'interrogeaient. C'est ainsi que mon ami John Graves me dit un jour: Il y a quelque chose dans le système qui me tracasse. Je ne vois toujours pas nettement à quel point nous sommes libres de créer des imaginaires et de les doter de propriétés surnaturelles. Les 22 dernières années de ma vie furent consacrées à promouvoir mes quaternions en leur consacrant un traité de 700 pages. Mais jugeant ce traité trop ardu, je me repris et lançai dans la rédaction d'un manuel destiné aux étudiants et qui resta inachevé à ma mort. Malgré cela, ces nombres ne furent pas compris de mon vivant, notamment à cause de cette 4e dimension que personne ne comprit. En avançant le fait qu'elle représentait le temps, je fus le premier à joindre le temps à l'espace. En attendant, le physicien américain Josiah Willard Gibbs simplifia mon outil et en retira le produit scalaire et le produit vectoriel dans une théorie appelée analyse vectorielle, développée dans les années 1870 avec le physicien anglais Oliver Heaviside. Mieux adapté aux enjeux de la physique et de l'ingénierie, les vecteurs l'emportèrent sur mes quaternions. Cela dit, je ne pouvais pas leur en vouloir car même moi, je ne comprenais pas réellement la nature profonde de ma création. Il fallut attendre le XXe siècle pour que le mathématicien Élie Cartan comprenne que les quaternions pouvaient représenter des rotations en 3 dimensions, ce qu'il baptisa des spineurs. À mon époque, la notion de protons, de neutrons et d'électrons n'était même pas connue. Comment pouvais-je alors soupçonner que ma création pouvait aider à la compréhension des mouvements de ces particules? Quoi qu'il en soit, une fois ces inquiétudes apaisées, mon ami John Graves découvrit les octonions, une algèbre à octuplets. Je pouvais être fier de moi, car mon algèbre posait une question fort intéressante sur ce que l'on allait nommer la commutativité. Quant aux octonions, c'est l'associativité qui posait problème. En passant de la dimension 2 à la dimension 4, nous perdons la commutativité. En passant de la dimension 4 à la dimension 8, c'est l'associativité qui est perdue. Aussi, si l'on imagine une algèbre à 16 dimensions, que perd-on? En réalité, nous perdons la division.
ce qui me pose un gros problème. Malgré ces pertes, les mathématiciens qui m'ont suivi n'ont pas eu beaucoup de scrupules, et une fois lancés, on ne pouvait plus les arrêter. On vit donc apparaître des structures algébriques à 2 opérations, addition et multiplication, que l'on appellera groupe, voire même des structures algébriques à 1 opération, que l'on va appeler monoïdes. La morale de mon histoire n'est pas tant dans ma création que dans son anticipation. Quelquefois, les mathématiciens peuvent se laisser guider par leur imagination sans pour autant que leur fin soit à proprement parler utile, ce qui fut mon cas. Cependant, ce n'est pas parce qu'un résultat n'est pas applicable aujourd'hui qu'il en sera de même demain. Au XXIe siècle, les quaternions sont utilisés pour représenter des rotations, ce qui est bien mieux que l'utilisation de matrices, car une matrice représente une rotation si elle est orthogonale. Mais le produit de 2 telles matrices n'est pas toujours orthogonal, alors qu'un quaternion représente toujours une rotation et que le produit de 2 d'entre eux est toujours un quaternion. De plus, ils ont permis la création des octonions qui sont utilisés dans la théorie des cordes, théorie ayant pour finalité la description de la gravité quantique, terme désignant l'union de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité générale. Je peux vraiment être fier de moi.